Bonsoir tout le monde. Je tiens à remercier M. Jean-Marie Détré et toute son organisation de m'avoir invité ici à faire la conférence. Et j'espère qu'il vous le y attend, peut-être pas, mais sinon avec mon accent, vous avez tout de suite reconnu que j'étais québécois. Pas canadien, québécois. Donc, si vous n'avez pas tout compris ce que j'ai dit pendant la conférence, c'est pas très grave. Vous aurez qu'à me poser des questions à la fin pour avoir des précisions. Ça va? Oui. Voilà. Je suis donc venu vous parler ici de quelqu'un qui vous concerne, parce qu'il était seigneur d'Arzens. C'était Jean-François de la Roque de Roberval, qu'on appelle Roberval, il portait plusieurs noms en fait. Un instant, je vais rajouter mes lunettes maintenant. Donc pour la majorité des Français, je dirais c'est un parfait inconnu parce que les gens se rappellent le passage de Jacques Cartier, qui est un navigateur qui lui a exploré les jeux, mais on ne connaît pas beaucoup Roberval, qui est vraisemblablement né à Carcassonne, mais on ne connaît pas sa mère. On sait simplement qu'il y avait son père qui était connétable de Carcassonne à l'époque. Il détenait plusieurs possessions seigneuriales en France, mais entre autres à Arzens. Ça, c'est prouvé dans les textes, les archives. J'en ai rencontré plusieurs à ce sujet-là. Je me suis intéressé à la route de Roberval parce qu'il faisait partie de la dernière expédition coloniale française au Canada, qui est de 1541 à 1543, avec Jacques Cartier. Et il y a des archéologues à Québec qui ont trouvé le site, qui ont fouillé le site, et ils avaient besoin d'un historien pour avoir un soutien documentaire, pour essayer de trouver des sources qui donnaient des détails supplémentaires par rapport à cette expédition. Donc c'est ce qui explique pourquoi je me suis intéressé à ce projet. Comme je l'ai dit, il possédait plusieurs châteaux et seigneuries en France. Entre autres, donc celui d'Arzens dans l'Aude, le château de Poix, près de Reims, et le château de Roberval, dans l'Oise, dans l'Île-de-France, au nord de l'aéroport Charles de Gaulle. Je ne sais pas si c'est tout près de Compiègne, pour ceux qui connaissent la région. Le noyau historique de la famille de la Roque provenait donc du Languedoc. Son père, Bernard de la Roque, avait acquis au cours de sa vie des possessions supplémentaires grâce entre autres à plusieurs mariages stratégiques. Les historiens ont longtemps commis des erreurs à son sujet, entre autres en se basant uniquement sur les sources qu'il détenait à partir du château qui se trouvait au château de Roberval. En réalité, voici la configuration de la famille de la Roque, telle que je l'ai trouvée par la suite. Voilà Donc son père s'est donc remarié à trois reprises. Le premier avec Marie de Glenn, qui apporta à Bernard de la Roque les nombreuses possessions dans le Rethelois. N'ayant pas engendré de descendance, la famille de cette dernière épouse, les Boutillac, réclamèrent la rétrocession des terres de Rethelois, mais Bernard de la Roque, le père de Jean-François de la Roque, refusa de rendre les terres. Cette situation entraîna plusieurs décennies de procédures judiciaires que Jean-François de la Roque hérita à la mort de son père. Le deuxième mariage, au sujet duquel je n'ai toujours pas trouvé de données, engendra la naissance de Jean-François de la Roque. C'est probablement l'époque où il était connétable de Carcassonne. Le dernier mariage avec Isabeau de Poitiers, au début du 16e siècle, apporta entre autres à son père le château et les terres de Roberval, d'où il tient son surnom. Cette terre était très importante car elle était à côté du château de Chantilly, aussi du château d'Écouen et de plusieurs personnages d'importance, et aussi tout près de Compiègne, qui était un château royal à l'époque. Mais c'est un peu logique de comprendre que les chercheurs s'y soient perdus, parce que moi-même, dans les archives de l'Aude, j'ai trouvé un autre Jean-François de la Roque, pas de Roberval, mais un autre Jean-François de la Roque, dont le père s'appelait aussi Bernard de la Roque, mais c'est pas du tout le même, parce que celui-là est encore vivant 25 années après le décès de Jean-François de la Roque. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver, d'autant que les la Roque, dans la région, il y en avait beaucoup. C'est un nom de famille assez commun dans le Languedoc. Au niveau professionnel,
Jean-François de Larocque était un militaire de carrière dans la compagnie d'ordonnance du maréchal Robert de Lamarque, sieur de Florence. Il fut intégré dès son jeune âge et grimpa les échelons jusqu'à devenir le second officier de cette garnison dans les années 30. Ce travail l'obligea à s'installer dans la région de Rethel, près de Reims, où le régiment de Lamarque avait ses quartiers, et à être en permanence en déplacement. Si sa présence à la bataille de Pavie n'est pas confirmée, il était cependant présent au siège de Péronne en 1536, qui bloqua une attaque espagnole sur Paris. Au sein de son régiment, Larocque était également ingénieur en fortification, ce qui l'amenait souvent à construire des éléments défensifs temporaires sur des champs de bataille ou à détruire les fortifications de l'ennemi durant des sièges. Il fut en poste à Turin de 1536 à 1538 pour effectuer la réfection des fortifications de la ville. En 1538, à la fin de la guerre franco-espagnole, Larocque a perdu son chef, Robert de Lamarque, et la moitié de ses hommes qui ont été passés au fil de l'épée par les Espagnols. Il revient alors en France d'Italie pour aider le jeune fils de Robert de Lamarque à reprendre le contrôle du nouveau régiment. Pour remercier Larocque de ses interventions militaires en France durant la guerre et en Italie à Turin, le roi le gratifie de l'office de maître des mines de France, un poste qui allait de pair avec ses compétences d'ingénieur. Ce sont donc ces compétences de militaire, de meneur d'hommes et d'ingénieur qui l'amenèrent finalement à participer à l'aventure canadienne de 1541 à 1543 aux côtés de l'explorateur malouin Jacques Cartier. C'est ainsi qu'il fut nommé par François Ier pour organiser la logistique et les déplacements de l'administration de cette première colonie en Amérique du Nord. Les voyages de Jacques Cartier débutèrent en 1534 sont très importants, mais il faut comprendre que ce navigateur malouin ne fut pas le premier Européen à venir dans les eaux nord-américaines. Bien avant lui, d'autres navigateurs, marins, portugais, espagnols, français, italiens et anglais avaient observé les contours, sans compter les milliers de marins qui venaient chaque année pêcher les morues, chasser la baleine. L'aventure coloniale française de la première moitié du XVIe siècle au Canada comporte 4 voyages qui se subdivisent en 2 effectués par Cartier, de 1534 à 1536, puis 2 autres effectués par Cartier et Roberval, de 1541 à 1543. Le voyage de 1541 impliquait le transport de plusieurs centaines de colons, des artisans, des militaires et des prisonniers pour effectuer les tâches lourdes. Cartier s'occupe de la navigation et pour orienter sur place Larocque. Et Roberval se charge de la logistique, du recrutement des colons, des soldats et des prisonniers et du transport des marchandises. Le départ s'effectue tel que prévu en mai 1541, mais pour des raisons de retard dans les livraisons des équipements militaires, puis de menaces de guerre avec l'Espagne, le sieur de Roberval décide de diviser la flotte en 2, laissant partir Cartier avec une partie des navires pour commencer l'installation des colons au Canada. Le roi d'Espagne, qui s'opposait fermement à toute présence française en Amérique, craignait que les Français ne s'attaquent à ses colonies aux Antilles. C'est pourquoi, lors du départ, il dépêcha 3 navires aux trousses des flottes de Cartier et de Roberval avec ordre de les intercepter et de jeter tous leurs occupants à la mer. Heureusement, les navires espagnols arrivèrent trop tard pour intercepter les Français qui s'installèrent à Cap-Rouge, près de Québec, tel que prévu. Le sieur de Roberval vient ensuite rejoindre l'année suivante Jacques Cartier. Mais une fois arrivé à Terre-Neuve, il croise la flotte de Jacques Cartier qui, ne voyant plus arriver Larocque au printemps, décida de quitter le site colonial pour rentrer en France. Roberval ordonna à Cartier de reprendre la route avec lui jusqu'à Québec, mais à la faveur de la nuit, Jacques Cartier rentra avec ses navires vers la France. Roberval continue cependant sa mission et revient s'installer sur le site que l'on avait commencé à construire à Cap-Rouge en amont de l'actuelle ville de Québec. Les lieux sont constitués de 2 installations.
le fort d'en bas, au niveau des navires, et un fort dit d'en haut, servant à défendre la jeune colonie d'une attaque potentielle des Espagnols qui pouvaient arriver par le fleuve. Dès son arrivée, Larocque reprend contact avec les Amérindiens qui leur apportèrent de la nourriture. Les colons se réinstallèrent avec les vives et les animaux d'élevage en prédiction de l'hiver. Comme Cartier avant lui, Roberval remonte le fleuve Saint-Laurent jusque l'actuelle ville de Montréal pour vérifier s'il existe un passage vers le Pacifique. Il se retrouve cependant bloqué par les sauts et les chutes d'eau situées à l'île de Montréal et constate un peu, d'après les descriptions des Amérindiens, que ce sont des grands lacs et non la mer l'océan salé du Pacifique. De retour à Québec, de retour à la colonie près de Québec, des navires de ravitaillement lui apprennent que la guerre est reprise en Europe et que l'Angleterre s'est alliée à l'Espagne contre la France. Il reçoit aussi des ordres de rentrer pour défendre son pays. Une fois rentré en France, il apprend par l'état-major qui connaît déjà les plans d'attaque de Paris. Excusez-moi. Une fois rentré en France, il se rend à l'état-major qui connaît déjà les plans d'attaque de Paris par les Anglo-Espagnols. Si les Espagnols progressent assez rapidement par l'est du royaume, les Anglais venus par Calais rencontrent plus de difficultés, mais s'emparent progressivement de Boulogne, de Montreuil et descendent vers Paris. C'est dans ce contexte que le sieur de Roberval est chargé de remettre en état les fortifications de Senlis, qui servaient de dernière place forte protégeant la capitale. Larocque en vient entre autres avec des spécialistes des fortifications qui avaient travaillé sous ses ordres au Canada. Le temps compte, car à l'été 1544, les Espagnols se rapprochent de Paris et prennent Saint-Dizier, et Château-Thierry. Face au manque de ressources, le roi d'Espagne finit par faire la paix avec le roi de France en septembre 1944. À l'annonce de cette nouvelle, les réjouissances sont de courte durée, puisque quelques jours plus tard, la ville de Boulogne-sur-Mer tombe aux mains des Anglais. Les Français réussiront finalement à prendre Montreuil et à contenir les Anglais à Boulogne-sur-Mer, mais les travaux de réparation des fortifications continueront à Senlis. Ce qui sauva finalement la France sera la campagne navale contre l'Angleterre mise sur pied à l'été 1545 par François Ier. Le sieur de Roberval sera ainsi chargé de plusieurs aspects logistiques et militaires de cette attaque. Elle mènera à la bataille du Solent et à la défaite de la flotte d'Henri VIII et à la destruction de plusieurs villes du littoral anglais durant l'été. Une partie des navires et des hommes qui avaient participé à l'aventure canadienne furent réquisitionnés pour la bataille du Solent. Après ce conflit, le sieur de Roberval restera au sein de l'état-major français et s'occupera de la maintenance des fortifications des places fortes de la frontière du nord de la France, et ce jusqu'au traité de Cateau-Cambrésis avec l'Espagne en 1558. À cette époque, le sieur de Roberval décide aussi d'en finir avec les vieux conflits qui l'opposait depuis des décennies avec son demi-frère Jean de Boussillac l'aîné au sujet des propriétés des terres du Rethelois dans les Ardennes. Il y parvient en donnant la plupart de ses possessions en dot à sa nièce Hélène de l'Estendard lors du mariage de cette dernière avec Jean de Boussillac le Jeune. Bon, peut-être que vous vous y retrouvez pas dans tout ce que je dis, mais le sieur de Roberval fait ainsi ce que son père, Bernard de Larocque, n'avait pas fait. Il a donc rendu les terres du Rethelois à la famille Boussillac, tout en conservant une partie de l'héritage du Rethelois dans la région de Reims, dans le giron familial des Larocque, une alliance matrimoniale. À partir des années 1550, Roberval est essentiellement à Paris, où il gère les problèmes d'ingénierie civile et militaire, et travaille à la gestion des mines du royaume. Loin d'avoir coupé ses liens avec sa région d'origine du Languedoc, les sources montrent qu'il continue à gérer à distance les affaires de sa famille dans le Languedoc et qu'il participe à l'économie locale. Lorsqu'il est à Paris, c'est à l'une de ses sœurs qu'il délaisse la gestion du revenu de ses terres et des moulins qu'il détient à Arzance.
Dans les années 1550, il fait ouvrir et remettre en état des mines dans le Languedoc, dont plusieurs dans la région de Carcassonne. En février 1560, il travaille toujours comme superintendant des mines au royaume sous les ordres de François II, qui vient de succéder à Henri II en 1559. Jean-François de La Rocque décède à la mi-avril 1560 dans le contexte du début des guerres de religion, un mois après la répression de la conjuration d'Amboise, auquel il avait échappé. Il meurt lors d'un risque entre partisans catholiques et protestants près du cimetière des Innocents, des Saints-Innocents à Paris, à l'occasion de l'enterrement d'un de ses amis, avocat parisien. Voilà ce que j'avais à vous dire à propos de cet homme d'exception, originaire de votre région, et qui s'est fait connaître sous les ordres de 4 rois de France, qui a mené une tentative coloniale au Canada, mais qui est demeuré méconnu durant des siècles. Je vous remercie. Voilà. Cette dernière image est l'image de la couverture du livre donc La rumeur dorée de M. Bernard Aller, que vous pouvez acheter si vous le désirez, donc à la sortie de cette conférence, au fond de la salle. Donc si vous avez des questions à poser à M. Aller sur la vie de Jean-François et ses aventures canadiennes et françaises et arzonnaises. Merci. Oui, d'où vient qu'il soit si célèbre au Canada, parce que finalement il n'y est pas resté tellement longtemps, alors qu'en France il est complètement inconnu. Oh, ça vient un peu du nationalisme canadien-français, je dirais, qui cherchait dans le passé quelque chose que les Français ont un peu oublié, parce que votre histoire est peut-être un peu plus dense que celle qu'il y avait au Canada. Donc si on recule au 16e siècle au Canada, c'est soit l'histoire des Amérindiens, ou soit l'histoire des quelques Européens qui sont venus. Donc parmi les quelques Européens, pour les Canadiens français, c'était peut-être plus positif de choisir les francophones. Roberval était moins connu de quartier parce qu'il était protestant. Donc longtemps, l'Église canadienne-française n'a pas voulu trop parler d'un protestant, puis dire que c'était quelqu'un d'importance. Donc il a toujours été un peu à la marge des livres d'histoire. Mais malgré tout, je dirais à partir du 19e siècle, les gens se sont emparés de tous les volets de l'histoire. Donc ils ont nommé un village au Québec qui s'appelle Roberval. Et des noms de rues, des noms de lacs, des ponts, tout a été nommé avec des termes historiques, et Roberval est tombé dans le giron un peu de ça. Mais même au Québec, les gens ne connaissaient pas vraiment Roberval. Plusieurs se limitaient à croire que c'était le nom d'une ville, point, c'est tout. Parce qu'en définitive, qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il a construit un fort? Oui, il est resté un hiver, en fait. Il a terminé la construction d'un fort qui avait été commencé. S'il n'y avait pas eu la guerre, si Cartier n'était pas parti, en gros, ça aurait probablement continué parce qu'ils auraient eu des arrivages de nourriture, ils auraient eu des morts, probablement du scorbut, etc. Mais ils auraient fait comme les Espagnols au début, ils auraient perdu beaucoup de monde au début, puis ensuite la roue se serait mise en marche. Ils auraient fait des explorations vers le sud, comme ça s'est fait sous Champlain par la suite. Sous Champlain, c'est ce qui s'est passé. Les premiers hivers ont été très durs. Puis ensuite, ils ont développé vers Montréal, vers les Grands Lacs, jusqu'à le Mississippi, la Louisiane, c'est comme ça. Ça aurait pu commencer beaucoup plus tôt. Mais c'est la guerre quand il a décidé, le roi de France a tapé du poing sur la table et a dit, bon, je veux tout le monde. Donc, il a coupé les vivres un peu à Roberval et à la colonie, puis il leur a dit, vous rentrez à la maison, on a quelque chose de plus sérieux que de chercher des métaux ou des diamants qui n'existaient pas, parce que j'ai oublié de rajouter que Cartier n'a pas accompagné Roberval à la colonie, mais lorsqu'il est rentré en France, il a fait analyser, il dit qu'il avait rempli de 10 tonneaux de pierreries et de métaux, d'or, etc. Donc il a fait analyser ces métaux-là, puis ça ne valait rien. C'était de la pyrite, c'était des pierres de quartz, simplement. Donc ça n'avait aucune valeur commerciale. Donc c'était une raison de plus pour dire le dossier Canada, il est fermé. Et d'autant que Cartier et Roberval avaient remonté le Saint-Laurent jusqu'à Montréal, et il n'y a pas une issue facile
comme il pouvait y avoir par exemple au sud de l'Amérique du Sud ou à Panama, une façon d'atteindre le Pacifique. Donc le dossier était clos. Voilà. Oui, c'est l'expression, c'est Tevet qui l'a colporté, donc on ne sait pas trop d'où elle est, d'où elle vient. Je l'ai cherché dans les sources des analyses de la monnaie de Paris, qui étaient chargées normalement de faire ce type d'analyse, mais c'est un peu difficile. Qui est devenu d'ailleurs le seigneur Bouge, non Bouge, comme on l'appelait, celui qui faisait la monnaie à Paris. Il est parti comme prisonnier avec Robert Val, je crois. Bon, il y avait Ronsard. Bouge, l'argentier qui faisait la monnaie à Paris. Je crois qu'il avait été condamné pour trafic en France et il l'aurait expédié avec les prisonniers. Il y en avait un, c'était le maître de la monnaie de Bourges. Voilà, c'est ça, de Bourges. Voilà, de Bourges. Le maître de la monnaie de Bourges, il s'appelait Pierre Ronsard, comme le poète. Comme le poète du XVIe siècle, mais un peu avant. Donc il avait fait plusieurs fois des malversations de la monnaie. Donc lui, il est allé. Donc ce serait peut-être lui qui a fait les mauvaises analyses, faisant croire. Mais en fait, Pierre Ronsard était avec Robert Val, n'était pas avec Cartier, donc on ne peut pas avoir induit les erreurs de Cartier. Mais ils se sont croisés à Terre-Neuve, puis apparemment, il avait regardé un peu ce que Cartier avait, disait peut-être, je ne suis pas sûr, etc. Ça ne va pas clair, très clair. Mais, alors, moi, je voudrais vous demander d'où vient le titre, la rumeur dorée, déjà. Et une deuxième question qui a trait au village, je l'entends par M. Detré, là, qui disait que le propriétaire du château actuel était canadien. Si vous pouvez me donner un peu plus de précision à ce sujet. Ça je ne sais pas pour le propriétaire actuel. Moi, je peux répondre sur la dernière question. Donc, les propriétaires, c'est deux dames qui sont d'Ottawa. Donc, ils ont acheté le château il y a une dizaine d'années, maintenant peut-être un peu plus. Oui, peut-être 15 ans. Et qui m'ont alerté justement sur cette exposition qui a lieu en ce moment jusqu'au mois de septembre à Québec, sur les dernières recherches, les dernières recherches archéologiques qui ont été faites à Cap-Rouge, justement, et qui m'ont permis de rencontrer, de prendre contact avec M. Bernard Allais. Oui, ensuite, la rumeur dorée, c'est une idée qui me trottait par la tête un peu parce que c'était une rumeur, donc on ne savait pas, mais les Français voulaient se comporter un peu comme les Espagnols l'ont fait, c'est-à-dire on se présente dans un nouveau continent, l'Amérique, on creuse, on trouve de l'argent, on voit on participe avec les Amérindiens, on trouve de l'or, de l'argent. Donc c'était doré, mais plus recouvert d'or, en fait c'était une rumeur. Donc on ne savait pas, il fallait aller vérifier la rumeur. Donc doré, parce que pour les métaux précieux, je trouvais que c'était un titre correct pour aborder ce sujet. C'était quoi l'autre question? Excusez-moi. Ah oui, l'exposition. L'exposition, en fait, c'est comme la rencontre à la fois de l'archéologie et de l'histoire. Donc, comme j'ai dit, les archéologues ont fouillé le site. Ils ont trouvé beaucoup d'artefacts, des choses de la colonie que Robert Val, le site de le fort d'en haut, en fait. Et moi, j'ai trouvé des données d'ordre historique. Donc, on a fait une exposition au Musée de la civilisation à Québec. Donc, qui se termine l'automne prochain. Donc, ça fait 2 ans qu'elle a lieu. Ça s'appelle la colonie retrouvée. Donc, c'est très intéressant. C'est avec les méthodes muséales récentes. Il y a même des iPads qu'on donne à l'entrée aux enfants pour que les enfants ne démolissent pas l'exposition. Comme s'ils sont occupés à faire le jeu vidéo pour faire une espèce de chasse au trésor, pour sortir des prisons. Ils ont organisé quelque chose de magnifique pour les enfants. Et ils ont exposé de très belles pièces archéologiques qui étaient trouvées sur le site. À la fois même des poteries amérindiennes, des porcelaines italiennes qu'on a trouvées sur le site, des restants de nourriture, de tout. De tout. Il y a à peu près 200 000 artefacts qui ont été trouvés, en fait, de toutes les sortes. Des artefacts alimentaires aussi, des perles de verre, des objets décoratifs, des ustensiles, des haches, tout ce qu'on pouvait se servir un peu sur une colonie ou comme objet d'échange. Donc on a le doute sur le lieu de naissance précis de ce Maroc, sachant que dans le Mahut,
Mahul, c'est souvent il est fait mention de la roque, y compris de Bernard, qui était à la fois seigneur du village d'à côté, de Jouarre, d'Arzès, dans les Raches. Juarez, ouais, Voilà, j'ai vu ça, Juarez. Voilà, c'est ça. Oui, il y avait, en fait, il y a beaucoup de seigneurs ou de seigneurs de seigneurs moins importants, mais qui avaient des centaines de petites parcelles réparties partout. Exact. Et le père Bernard était seigneur de Castelrain, un petit village du côté de... Non, Castelrain, c'est l'erreur. Ah, Ça, c'est vous voyez, vous vous rappelez le document que j'ai montré tout à l'heure, où est-ce qu'on voyait un texte flou un peu, mais justement, c'est le Castelrain. J'essaie de le retrouver, bon, on va laisser tomber. Donc, le sieur de Castelrain, je me suis aperçu que c'était pas la même famille, mais ça s'appelait pareil. Donc, attention. Voilà. Voilà. Vous voyez, moi je le vois en tout cas. Sieur, seigneur de Castelrain, qui est écrit. Donc ça, c'est pas le même. Mais beaucoup d'historiens québécois, même français, ont cru que c'était la même personne. Mais c'était une famille. Donc des fois même, ça aurait pu aussi l'autre, Larocque, peut-être c'est un cousin, un petit-neveu, etc., qui possédait la même terre. Mais j'ai jamais vu Castelrain dans la suite de textes, parce que des fois dans les textes, on donne la série de terres qui leur appartiennent. Et c'est long. Ça peut occuper la moitié d'une page des fois, parce qu'ils mentionnent toutes les parcelles qu'ils ont partout. Dans tous les petits villages en France, sieur de ceci, de cela, de cela. Ça fait beaucoup. Mais j'ai jamais vu Castelrain. Puis, et ce texte concerne justement donc Larocque, qui n'est pas du tout à la même époque. Est-ce qu'on sait ce qu'a pensé Robert Val du Canada, de sa période au Canada? Pardon? Qu'est-ce qu'on connaît de sa période au Canada? Est-ce qu'il a laissé des écrits sur si la vie était difficile? Oui, il a laissé une relation de voyage, comme Cartier aussi avant lui, l'année d'avant. Cartier est venu de 1541 à 1542 et Robert Val est venu de 1542 à 1543. Donc tous les deux ont laissé des relations de voyage qui font une vingtaine de pages, 10 à 20 pages chacun. Donc ils mentionnent ce que les gens mangeaient, les difficultés qu'ils ont eues, etc. Et leur relation de voyage se termine quand ça devient passionnant. C'est le problème avec beaucoup de relations de voyage qui ont été perdues en partie. Et les relations de voyage, ces deux dernières relations de voyage-là, ont été en fait empruntées par un Anglais à Londres au 16e siècle, mais il ne les a jamais ramenés. Puis donc la seule version qu'on a, c'est une traduction anglaise. On est obligé de retraduire de l'anglais au français un texte qui à l'origine était français. Donc, qui a été publié à la fin du 16e, début du 17e par Acliut, Richard Acliut, qui est un auteur britannique connu, qui a publié sur toutes les explorations qu'il y a eu au 16e siècle. Donc c'est pour ça. Donc, ils ont écrit des relations de voyage qui sont très utiles, même aux archéologues aussi, parce qu'ils décrivent les situations matérielles dans lesquelles ils sont, le nombre de personnes un peu, mais ça soulève beaucoup de questions aussi qu'on n'arrive pas à répondre avec l'archéologie ou l'histoire directement. Donc on aimerait avoir les textes originaux, on aimerait en avoir plus. Et il y a encore des projets de vouloir étudier, de porter plus loin les recherches dans les archives. On espère que dans les années à venir, ça va se faire. Parce que là, on pourra apporter d'autres réponses qu'on n'a pas encore. Je ne suis pas sûr, mais je crois que la ville de Roberval, dans le nord de la France, est jumelée avec Roberval au Canada. Oui, c'est vrai. Pour ceux qui aiment Roberval, il y a un site internet, il y a une vingtaine de pages qui est très, très instructif. Oui, oui, oui. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais... Oui, oui, je connais la personne aussi qui l'a fait. C'est qu'il y a toutes sortes d'informations qui circulent à propos de Roberval. Beaucoup de gens ont écrit. Je suis en train de refaire une biographie synthétisée sur 2-3 pages pour que ça circule sur Internet. Parce qu'il y a plusieurs aspects. Beaucoup de gens qui n'ont pas
parler de Larocque parce qu'il ne le connaissait pas. On parlait de son père plutôt, à propos duquel il y avait un peu plus d'informations. Puis ils ont aussi prêté leur oreille à des rumeurs comme quoi Roberval était un pirate qui avait attaqué les Antilles, des choses comme ça. Mais j'ai prouvé que ça se pouvait pas, c'était faux, parce que les 5 années durant lesquelles il était supposé avoir pillé plein de navires espagnols, des colonies, détruit la moitié de l'Amérique centrale, il était en France en fait en train de se battre puis de refaire des fortifications. J'ai quasiment son agenda quotidien. Donc c'est pour ça. C'est que le mot Roberval, en fait, c'est chez les Portugais, il y a beaucoup de Roberval. Si vous tapez Roberval aujourd'hui sur Internet, vous allez vous ramasser avec plein de sites au Brésil, au Portugal. Ça, c'est une anomalie au niveau du vocabulaire auquel on ne peut pas répondre. Mais puis en plus, il y a un doute comme quoi ce serait un dénommé Robert Baal, de B-A-A-L, qui serait un Hollandais, en fait, un pirate hollandais qui s'en serait pris à des Espagnols. Mais donc, les historiens de fortune un peu ont tricoté tout ça. Ils ont dit, bon, il n'aimait pas les Espagnols, ça c'est vrai. Parce qu'il était un protestant, donc il n'aimait pas les extrémistes catholiques, l'Inquisition en Espagne, c'est vrai. Mais il n'était pas pirate, c'était un militaire terrestre. C'était pas un navigateur, bien qu'il ait pris part à des expéditions navales, mais c'est un terrestre avant tout. Donc je ne le vois pas passer des années sur mer. Voilà. Donc il y a beaucoup d'informations qui circulent, mais dans les années à venir, tout ça va être laminé un peu par les nouvelles recherches que j'ai faites et que d'autres personnes ont faites. Voilà. Mais c'est vrai, les deux villes de Roberval sont jumelées, ils font des échanges des fois, etc. Et si vous allez au Québec, faites un petit détour. Mais il n'y a aucun château. Derrière. Oui, donc moi j'avais vu en effet qu'il y avait une partie où on le présentait comme un corsaire. Et l'autre question que je voulais vous poser, c'était est-ce qu'il y avait un cartographe qui avait accompagné Roberval? Oui, en fait c'était des pilotes, on les appelait à l'époque, parce que les pilotes faisaient aussi de la cartographie, ils tiraient vers où est-ce que le navire allait. C'était Jean de Fontenot, on appelait aussi Jean Alphonse, qui était quelqu'un d'origine portugaise, qui habitait La Rochelle, qui était le pilote de Roberval. Donc lui a fait c'est pas une relation de voyage, parce que c'est un peu indigeste quand on lit ça. Il nous dit quelle direction ils ont pris avec le vent, quelle côte ils ont approché, la profondeur des eaux, etc. Mais malgré tout, il y a des informations supplémentaires. Donc la description de Jean-Alphonse compte comme troisième relation de ce voyage. Donc elle est utilisée aussi pour obtenir des informations. Mais je pourrais vous en parler des heures de cette expédition de Cartier-Roberval, par exemple. En parallèle de tout ça, il y a la sœur de François Ier, Marguerite de Navarre. Elle a écrit l'Heptaméron, qui est un recueil de courts textes. Et elle a dit comme quoi que Roberval avait abandonné une jeune fille sur une île déserte en chemin entre Terre-Neuve, en fait, et Québec. Sur un coup de tête, comme ça, il était de mauvaise humeur. Il aurait abandonné une fille qui, je crois, était soit tombée enceinte, ou je ne me rappelle plus c'était quoi. Et son amant serait jeté à l'eau pour aller rester avec elle sur l'île. Et son amant serait mort, l'enfant qu'elle avait serait mort aussi. Elle aurait survécu un hiver et elle aurait été récupérée l'hiver d'après. Ça, c'est une version romancée. Elle aurait prié pendant presque 2 ans et Dieu l'aurait sauvée en lui envoyant un navire. Et donc, ça, c'est la version originale de Marguerite de Navarre, la sœur du roi. Mais ensuite, cette version-là a été réécrite et remodifiée au moins 3 ou 4 reprises, juste au 16e, ensuite au 17e, 18e, etc. Donc, on ne sait jamais vraiment ce qui s'est passé, parce que là, on tombait dans le domaine de la littérature. Donc, la littérature mélange aussi les sentiments, la mode littéraire de l'époque, etc. Mais quand même, c'est une information supplémentaire. Donc, au Québec, il y a encore beaucoup de livres qui s'écrivent à propos de... Il l'appelle Marguerite de Larocque ou Marguerite de Roberval, etc. Mais ça ne peut pas être son nom, parce que je connais toute la parentèle des Larocque à peu près, donc elle ne peut pas s'appeler Roberval parce que c'est pas un nom de famille, c'est juste un titre d'une terre. Puis
Donc ça, c'est un côté littéraire qu'on entend parler souvent quand on aborde l'histoire de Robert Val. Donc, voilà. Le financement de cette expédition était assuré en partie par des prisonniers. Le financement, non, pas directement. Oui, en partie, c'est une question complexe. En fait, le gouvernement, lui, c'est François Ier, il a donné une partie de la part, mais il a dit ça va être un partenariat privé de l'État, comme on dit aujourd'hui un peu. Donc, il y a des banquiers qui vont avancer les sommes, chacun des participants, parce que Robert Val est parti, lui avait besoin de militaires. Il a demandé à tous ses copains de régiment, il a dit qui veut venir avec moi? Chacun d'entre vous qui va venir avec moi va avoir le droit d'un titre de seigneur d'une grosse parcelle. Vous allez avoir vos propres cerfs, etc., vos vaisseaux, là-bas où c'est. Mais vous apportez une petite somme d'argent, de la nourriture, des équipements, des armes, pour faire diminuer les frais de l'expédition. C'était comme ça que ça fonctionnait. C'était comme ça que ça fonctionnait dans les colonies espagnoles, dans les colonies portugaises. On obtenait des droits en fonction de l'investissement qu'on faisait dans la future colonie. Donc, avec Robert Val, c'est ce qui s'est passé. Mais il n'y avait pas suffisamment de monde pour faire son contingent militaire. Donc, ce qu'il a fait, il est allé chercher des prisonniers, mais il ne voulait pas que des mendiants. Il voulait des artisans. Il avait besoin de charpentiers, de menuisiers, etc., des maçons. Mais il avait besoin de militaires. Des militaires pour se défendre des Espagnols qui auraient pu venir les attaquer directement à Québec, les défendre contre les Amérindiens, parce que lorsqu'on lit les textes de l'époque des Espagnols qui vont visiter le Pérou, qui vont visiter le Mexique, ils se font attaquer par des hordes de dizaines de milliers d'Amérindiens à écouter les textes qui sont écrits. Donc, il lit ça, il dit, ben, il faut à tout prix qu'on soit équipés. Donc, ils y vont avec je ne sais pas combien de chevaux, carapassonnés avec du métal, ils vont avec... ils sont au moins une centaine de militaires. Donc, on trouve la mention. Et je dirais facilement la moitié, c'est des prisonniers. Donc, Robert Val, ce qu'il a fait, il est allé chercher des prisonniers militaires qui s'étaient battus pour duel, puis qui allaient avoir la tête tranchée pour s'être battus pour duel. Et des militaires riches qui ont des terres, qui pouvaient être saisis, dont l'argent pouvait servir à financer l'expédition. Donc, c'est pour ça qu'on les retrouve les noms de ces personnes-là, parce que on voit toute la procédure judiciaire, on voit ça au Parlement de Paris ou au Parlement criminel. Donc, ça a été une des sources de financement. Le roi, les banques, les personnes qui participaient à l'expédition et les prisonniers, c'est à peu près, ça embrasse 90% du financement. Il y a aussi un petit 10% de prédation sur les navires qui ont fait en passant, qui ont arrêté sur des navires qui arrivaient d'Espagne. Vu que la tension montait avec l'Espagne, ils ont fait une espèce d'embargo, donc ils ont saisi des marchandises espagnoles avant de partir pour le Canada. Mais voilà pour l'aspect financier des choses. Il y a toujours malversation. Vous savez, ça n'a pas changé avec les siècles. Il y a eu justement, à propos de malversation, donc il y a eu des actes criminels qui ont été commis par des prisonniers ou par des membres de l'équipe de Robert Val envers des Amérindiens. Qu'est-ce que ça a changé justement dans la décision de Robert Val de quitter Québec et de quitter... Non, Robert Val, lui, il y aurait eu ce genre de... Ça s'est passé sous Cartier, en fait, l'escarmouche avec les Amérindiens, donc c'est l'année d'avant. Mais ça serait passé sur Robert Val. Je pense que Robert Val aurait soit rasé le village et tous les Amérindiens, ou ça ne l'aurait pas influencé. Il ne serait pas rentré, parce que c'est un militaire. Le roi, il lui a dit, tu fais ça, il le fait. Puis en plus, lui, d'après toutes les descriptions que j'en ai jusqu'à maintenant, c'est quelqu'un de très, très dur. Et en plus, on prêtait cette réputation aux protestants d'être sévère, etc. Il a fait pendre des personnes parce qu'ils ont volé un petit morceau de pain, des choses comme ça. Il a emprisonné, il mettait les fers aux pieds à d'autres personnes qui ont désobéi. Il ne donnait pas à manger aux gens qui ne travaillaient pas. Donc, etc. Donc, lui, ça ne l'aurait pas dérangé s'il y avait eu des escarmouches avec les Amérindiens. Puis en fait, dès son arrivée, il a refait la paix avec les Amérindiens. Il avait entendu parler que Cartier lui avait dit « Et il y a eu des problèmes avec les Amérindiens, ils m'ont attaqué, etc. » Puis donc, lui a fait la paix avec eux, puis eux ont recommencé à lui donner de la nourriture, à lui apporter des vivres, puis ce qui c'était très bien parce qu'il s'était aperçu qu'il n'y avait peut-être pas assez de nourriture pour passer l'hiver.
Mais tandis que Cartier, on le voit dans ses textes, parce que Cartier a la relation de 1534, il y a la relation de 1535-36, et on le voit à la lecture du texte de Cartier, y compris celui de 41-42. Cartier a peur des Amérindiens. Il dit, ils mijotent un coup, je suis sûr que s'ils s'aperçoivent qu'ils sont en surnombre, ils vont nous sauter dessus, ils vont nous tuer, ils vont tout nous voler. Donc c'est constamment, ça revient, si on fait l'analyse du discours de Cartier, il a peur constamment. Premièrement, il n'est pas armé. C'est un civil, c'est un marchand, un navigateur. Donc c'est pour ça que lorsqu'il est revenu de l'expédition de 35-36 en France, le roi de France a dit, la prochaine expédition, t'envoies ça avec une armée pour t'accompagner. Comme ça, tu n'auras pas à avoir peur. Il y a quelqu'un qui va s'occuper de protéger ta colonie. Et toi, tu pourras te consacrer aux explorations. Ça ne s'est pas passé comme prévu exactement. Puis donc, pendant l'hiver, où est-ce que Roberval n'était pas là, le premier hiver, en 41-42, il y aurait des prisonniers qui s'en seraient pris à un Amérindien, qui aurait coupé, d'après TV. TV n'est pas très fiable comme auteur, parce qu'il invente beaucoup de choses. Il aurait coupé les bras et les jambes d'un Amérindien pour voir si c'était un être humain, s'il saignait, ou je ne sais pas trop, si ça allait repousser. Le texte n'est pas très clair parce qu'il en reparle à plusieurs occasions. Ça est un des auteurs qui a modifié la version de Marguerite de la Roque, justement, qui au début était son cousin, au début était marié, au début était avec un autre, etc. Donc il modifie toujours ses textes. Donc paraît-il qu'il y a un des prisonniers, probablement un des prisonniers qui devait être condamné à mort, un meurtrier de sang-froid, un tueur en série à l'époque, qui faisait partie des prisonniers de Cartier, s'en serait pris aux Amérindiens parce que lui aime bien tuer les gens. Vous savez, le genre qu'on voit dans les séries télé, là, le meurtrier de sang-froid qui adore ça. C'est bon, aujourd'hui, qui est-ce que je vais tuer? Bon, cette personne-là aurait tué un Amérindien, et les Amérindiens, pour se venger, se seraient attaqués à 35 charpentiers dans la forêt, soit des prisonniers, en tout cas 35 personnes. Ça, on le sait par d'autres sources aussi. Dans les relations de voyage, j'ai dit qu'il y a eu des problèmes des Amérindiens, mais dans un autre texte plus loin, une autre source, et même les espions espagnols qui étaient dans les ports français mentionnent 35 personnes qui seraient mortes à Québec sous Cartier. C'est pour ça que Roberval est arrivé là avec son armée, blindé, donc lui, ça ne le dérangeait pas. Il a vu pire, il a vu la mort souvent, c'est un militaire. Donc c'est un peu pour ça la mécanique. Mais ça s'est mal passé parce que Roberval n'a pas pu arriver en même temps que Cartier pour protéger la colonie. Ça a probablement été très différent, mais les choses ne sont pas toujours parfaites. Je crois que les Amérindiens ont été également décimés. Ensuite, une maladie pour amener les Français. Oui, mais ça, les Français s'en sont pas rendus compte. Ils ont apporté des maladies, et puis ensuite, quand ils sont partis, c'est tout. Champlain, quand il est revenu, il dit, moi, Cartier puis Roberval, c'est pas très clair, parce qu'ils disent, moi, je vois rien, il n'y a pas un chat à Québec, pas un chat à Montréal. Donc, il dit, il invente n'importe quoi. Il voit l'ancien site de Jacques Cartier à Québec, où est-ce qu'il voit une espèce de cheminée, c'est tout ce qu'il voit, mais il ne voit aucun Indien. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les Indiens qui étaient à Québec, c'était des Iroquoiens, un peu comme les Iroquois, les Hurons, etc., qui habitaient Québec et Montréal. C'était les mêmes qui habitaient les contours des Grands Lacs et l'Ontario actuel, par exemple, au sud du Québec. Et ils ont été décimés, ils cultivaient le maïs, c'était des tribus sédentaires qui restaient sur place, alors que tout le reste du Québec, c'était des chasseurs-cueilleurs algonquiens, de langue algonquienne, en fait, plusieurs, les Micmacs, les Montagnais, les Algonquins, etc. Donc c'est deux groupes ethniques différents qui ne parlaient pas les mêmes langues, qui n'avaient pas les mêmes comportements économiques, etc. Mais ceux de Québec et de Montréal, qui avaient beaucoup d'activités économiques ensemble, se sont passés des maladies que les Français leur ont rapportées. Puis en plus, ils vivaient dans des maisons longues. Il n'y avait pas de division quand quelqu'un est malade, comme on faisait dans les hôpitaux en France à l'époque. On mettait un rideau pour empêcher que la maladie se transmette par la bouche, etc. Donc, ils ont probablement été décimés et ils ont été absorbés par les groupes iroquoiens de l'intérieur. C'est ce que les archéologues ont tiré comme conclusion pour l'instant. Donc, quand Champlain débarquait à Québec, il n'y avait personne parce que ces personnes étaient mortes. Et c'était les Algonquiens d'un peu partout qui sont venus occuper l'espace. Mais eux étaient des chasseurs-cueilleurs, donc ils passaient, ils s'en allaient, l'hiver ils s'en allaient, ils revenaient le printemps à Québec, mais c'est tout. Voilà. Vous aviez une question? Non?
Oui, donc quand Robert Val repart en 1943, en fait, le site de Québec est abandonné. Oui, Il reste facile. oui, mais il n'a pas détruit le fort apparemment. Donc il prévoyait peut-être revenir après la guerre. Oui. Mais ça s'est pas fait. Oui, Ça s'est pas fait parce que là on est en 43. La guerre se termine avec l'Espagne en 44. Avec l'Angleterre en 46. Ils font un traité, François Ier et Henri VIII. Henri VIII et François Ier décèdent l'année suivante, en 47. Donc c'est Henri II qui remplace son père en 47. Et Henri II dit non, plus le Canada. À la place, on va envoyer tout le monde vers le Brésil parce que les Français colonisaient le Brésil depuis les années 1510, 1520. Ils rapportaient toutes sortes de choses, des épices, des teintures, etc. C'était très payant. Et de toute façon, les Français étaient assez bien installés à Terre-Neuve pour la pêche des morues et la pêche de la baleine. Ça, ils allaient revendre ça en Espagne, ils ramenaient des produits d'Espagnol, ils faisaient beaucoup d'argent. Donc, il y avait... tout était bien installé au niveau du Canada quand même, mais au niveau exploration, au niveau colonisation, ça ne fonctionnait pas. Donc, c'était un choix à la fois politique. Mais Robert Val a été protégé par Henri II, le fils de François Ier, parce que Robert Val aurait payé une partie de la rançon de son père quand son père a été capturé à Pavie. Donc, tous les généraux, à commencer par Lamarque et ses subalternes, sont cotisés. Ils n'ont pas eu de salaire pendant un an. Robert Val a emprunté, je crois, 2600 livres. De Lamarque a donné 2 ou 3 de ses seigneuries pendant 5 ans au roi d'Espagne. Donc, ce sont tous cotisés pour payer les millions de la rançon. Donc, il fallait qu'il soit protégé par le roi. Donc, c'est un peu comme ça. Robert Val a continué d'être... Et puis, de toute façon, il était tellement un rouage important au niveau du fonctionnariat français à l'époque, les mines, les fortifications, l'état-major, etc., qui restait à la cour à Paris en grande partie. Après Champlain, il revient à quelle époque? Champlain, lui, il arrive en fait à la 1600-1603. Il commence par s'installer en Acadie. Ils explorent jusqu'à la Nouvelle-Angleterre, Boston, vous voyez. Ensuite, ils s'installent en Acadie, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, plus même le Maine. Donc, ils essaient là. Ça marche plus ou moins. Ils transfèrent dans un autre endroit. Puis, c'est en 1608 qu'ils décident d'aller fonder Québec. Ils sont 25 personnes, je crois. Donc, ils s'installent à Tadoussac parce qu'il y avait toujours des gens qui venaient à Tadoussac, en amont du fleuve ou le Saguenay. Puis là, il y a, à partir de Champlain, il y a une occupation permanente. Il s'est passé 60 ans entre les deux. Il s'est passé 60 ans entre les deux, finalement. Oui, à peu près. Mais c'est très long. En fait, il y a d'autres personnes qui sont venues dans la vallée du Saint-Laurent entre-temps. Il y a les neveux de quartier, la famille de Noël, qui sont venus à Québec et même jusqu'à Montréal. Et à Québec, ils ont dit qu'ils ont vu les fortifications de son père, il disait, de son oncle, qui tombent en ruine parce qu'ils n'ont pas été entretenus. Donc, au passage à Québec. Puis lui ne parle pas d'Amérindiens non plus, ni à Montréal. Donc, ça veut dire que déjà, c'est en 1584-85, donc ça veut dire déjà, ce qui veut dire 40 ans plus tard, il n'y a plus d'Amérindiens à Québec, ni à Montréal. Les Iroquois ont été exterminés. Donc, ça nous donne une certaine chronologie, puis les archéologues vont probablement pouvoir préciser ça avec d'autres choses, carbone 14, objets, etc. Mais les fouilles du site à Québec ont permis de trouver des poteries iroquoiennes de Québec, qui sont très très rares. Puis ça a beaucoup aidé les archéologues. Donc Champlain, lorsque Champlain arrive, Champlain l'écrit dans ses premières relations. Puis heureusement, Champlain a laissé beaucoup d'écrits, des imprimés aussi. Donc les imprimés, ils étaient copiés. C'est pas simplement un manuscrit qui traîne dans une bibliothèque qui ensuite brûle. Puis, donc, il décrit son arrivée à Québec, il le dit, je remonte la rivière Saint-Charles, qui s'appelle Saint-Charles aujourd'hui, je vois l'ancien site, on dirait un truc abandonné avec une cheminée, etc. Ça, c'est le site de 1535. Mais il ne s'est pas rendu à Cap-Rouge. Il ne le voit pas, Cap-Rouge. Parce que Cap-Rouge est en bois, donc le bois a brûlé, donc 60 ans plus tard, il ne reste plus grand-chose.
Mais les archéologues l'ont cherché pendant des années, même depuis la fin du 19e, ils le cherchaient, ils savaient qu'il y avait un fort à Cap-Rouge, en bas comme en haut, mais il y avait des maisons de construits à certains endroits. Il y avait un noble anglais qui avait acheté le terrain, qui avait acheté le terrain, puis sur le plan du cadastre, on voit même une espèce de cercle, c'est marqué fort de Jacques-Cartier, un endroit sur le cadastre. Donc il le savait, il y a eu une mémoire orale de cet ancien fort qui existait à Cap-Rouge, à côté de Québec. Puis les archéologues ont fait des sondages, ils fouillaient ici, ils fouillaient là depuis très longtemps. Puis pour 2008, c'est avant 2008, les archéologues ont fait des sondages un peu partout à partir de Québec, aller jusqu'à Cap-Rouge, en prévision de la réfection de toute la rive de Québec, un peu comme ils ont fait à Bordeaux, qu'on parlait, qu'ils ont fait, ils ont enlevé les anciens entrepôts, ils ont rendu les rives aux gens. Donc ils ont construit une longue piste cyclable, des arrêts partout, etc. Ils appellent ça la promenade Samuel de Champlain. Et c'est au cours des fouilles archéologiques, les sondages préventifs, qu'ils ont fait des sondages à Cap-Rouge et qu'ils ont trouvé, je dirais par pur accident, des poteries du 16e siècle, des majoliques italiennes du 16e siècle, et des restes de charbon de bois qui, après analyse au carbone 14, ont révélé qu'ils étaient du 16e. Donc là, la cloche a sonné, ils ont appelé tout le monde, etc. Puis c'est là que ça a, indirectement, il y a eu un effet boule de neige. Ils ont bloqué le terrain, ils ont débarqué avec les archéologues, puis c'est ce qui s'est passé en fait. Donc, mais c'est une histoire très complexe, mais en gros c'est ça le résumé. Moi j'ai une question à tout le monde. Est-ce que les gens connaissaient Roberval à Arzens? Est-ce que les gens avaient le lien entre les deux, ici? Sur le village d'Arzens, j'ai trouvé cette personne-là. J'ai même vu un article de 10 pages qui a été fait par l'université de... Je n'ai pas mes lunettes, je suis capable de le voir. L'université Laval? Oui, c'est ça, oui. Et je suis un peu déçu, mais bon, M. Carl n'avait pas fait cette période-là, à la présentation de la CESA. C'était bien avant, vous êtes... Mais il va falloir continuer, là, parce qu'effectivement, ça mériterait d'être un peu plus connu, quoi. Alors on en parle, c'est vrai, à Roberval, dans le nord de la France, on en parle au Canada, et ici, en Languedoc... Absolument, et je crois qu'il y a... Oui. Oui, il y a beaucoup de lava qui remonte très très loin, aux croisades, etc. Ils remontent à la fin du XIe siècle et ils étaient très riches, ils étaient possédeurs d'Arzens, ils étaient les propriétaires de Jouarre. Jouarre était la moitié d'une immense propriété qui appartenait au comte de Foix, et le comte de Foix continue à avoir une partie qui est devenue les Rougeats par la suite, et la partie des Rougeats, il l'avait offerte à un sénéchal de la ville de Carcassonne qui était arrivé totalement fauché. Il lui avait donné comme petite ferme et habitation les Rougeats qui avaient été repris après par les seigneurs de la Roque. Et ils avaient également, ils étaient propriétaires de ça, et également, je pense, de Palaja. Palaja, au bord de l'Aude, de l'autre côté de l'Aude, après Carcassonne. Et cette famille s'est étendue progressivement, a donné des consuls de la ville de Carcassonne, a donné pas mal de nobles, et si il y a des écrits qui ont été repris d'après des livres de notariaux, des actes notariaux par Prosper Vieille, et on retrouve parmi les co-seigneurs d'Arzens de 1300 à 1500,
on arrive à trouver au moins 5 ou 6 de la roque. Ah oui, on trouve beaucoup de larves. Il y en a énormément. Et ils ont essaimé, c'est-à-dire qu'ils ont, par mariage, ils ont eu des... Ils ont rassemblé aussi. Et peut-être celui de Pascal et un descendant... Le problème, c'est que, en fait, j'ai fait beaucoup de recherches généalogiques. Puis normalement, c'est pas le genre de recherche dans lequel je vais, mais je suis allé au cabinet des titres, qu'on appelle à Paris. C'est les manuscrits, c'est des séries énormes. Il doit y avoir à peu près 50 000 volumes en tout. C'est toutes les familles nobles. Donc, j'ai creusé au niveau des Larocques. Ça remonte aux croisades. Oui. Mais je ne peux pas faire de lien direct avec les branches que vous voyez ici derrière moi. Ah oui, non, mais... De lien direct, je n'ai pas trouvé exactement parce qu'il y a des coupures. Mais le nœud de ça, c'est le Languedoc. Oui. C'est Carcassonne, Limoux, ça traîne un peu. C'est toutes les petits villages. La Plagne. De co-seigneurs d'Arzès et les Rougeates. Il y avait un dénommé Robert Leblanc qui avait fait des recherches dans les années 50, qui lui, un de ceux qui a identifié les documents, il avait fait des dépouillements dans les notaires de Carcassonne. Puis ça me dit qu'il a commencé à faire le ménage un peu là-dedans. Donc, mais lui aussi n'avait pas pu faire le lien entre ce qu'on a ici et ce qu'il y avait avant. Oui, je soupçonne par exemple que le frère aîné de Larocque qui habitait Cherbourg, en Normandie, que son prénom s'appelait Jean-François. Parce qu'il était le parrain de Jean-François de Larocque. Parce que Jean-François de Larocque, dans sa signature, il écrit Jean-François de Larocque II. Donc, comme s'il était le second du nom. Puis ça arrivait très souvent que le parrain avait le même nom que celui qu'on baptisait. C'était une façon de se souvenir dans les familles à l'époque qui était le parrain dans la famille pour le protéger si les parents décédaient. Si les parents disparaissaient, c'était le parrain et la marraine qui se chargeaient des enfants. Donc, pour s'en souvenir, on prenait le même nom. On donnait le prénom du parrain. Donc, c'est pour ça. Mais ça reste des informations. Donc, j'ai essayé de remonter comme ça. Mais il y a trop de Larocque, premièrement. Trop de Larocque un peu dispersé. Mais c'est tout Languedoc. Ils sont tous intermariés, sont tous cousins, etc. Puis donc, mais il faudrait s'y retrouver. Puis c'est un peu trop complexe. Et sur Arzès, je n'ai pas trouvé, avant ces co-seigneurs d'Arzès, je n'ai pas trouvé d'où ils venaient. Il faudrait peut-être repasser au crible les notaires régionaux qui restent. Mais quand même, ça remonte avant 1100. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est ça de retrouver la deuxième épouse de Bernard de Larocque. Parce que s'il était à Carcassonne, connétable de Carcassonne dans les années 80-90, il s'est forcément marié par ici. Oui. Parce qu'après ça, il s'en va à Paris, il s'en va à Amboise en premier, autour des années 1499-1501. Il y a un scandale autour du maréchal de Gué, etc., les rois. Mais avant ça, il était principalement à Carcassonne. Donc je crois que si on s'attaquait dans les années 1480-90, on trouverait son mariage, on trouverait peut-être la naissance de Larocque, etc. Comme on vient tout juste de trouver, il y a 2 ans, l'acte de baptême de Champlain. Vous imaginez? Ça faisait, je ne sais pas trop combien de temps que ça faisait, au moins 2 siècles, tout le monde les cherchait. Ils ne l'ont pas trouvé parce qu'ils le cherchaient à Brouage. Parce que Champlain, c'est connu, il est natif de Brouage. Mais il s'est fait baptiser à La Rochelle. Donc, il y a quelqu'un qui... Puis en plus, ses parents étaient protestants. Pendant le siège de Brouage, ses parents sont allés se réfugier à La Rochelle. Il y a eu un siège à La Rochelle. Donc, probablement, sa mère, ils avaient le bébé tout jeune. Ils l'ont fait baptiser dans un temple protestant. Donc, personne n'avait été fouillé dans les temples protestants. Donc, ils l'ont trouvé, quelqu'un, généalogiste, a trouvé cet acte de baptême dans un répertoire d'un temple protestant de La Rochelle. Voilà, perdu comme ça. Donc, Larocque, on pourrait tout aussi bien trouver son acte de naissance à Carcassonne. Donc, ce serait intéressant. On pourrait trouver peut-être sa mère, on pourrait trouver peut-être d'autres mondes, des frères et sœurs qui sont décédés. La parentèle présente à ses mariages, à ses actes de naissance. Puis là, ouf, ça pourrait s'aimer. Même chose pour Larocque lui-même. Il y aurait eu 2 épouses au moins. Une qui était présente au siège de Péronne en 1536, a même participé à la défense de la ville, puis elle a eu un cadeau du roi, etc. C'était la femme de l'élu de Troyes. Puis l'autre est allée au Canada avec lui. Elle
faisait partie de l'expédition. Donc les espions espagnols parlent il avait surnommé la reine du Canada, voilà. Donc il y a eu au moins 2 personnes, on ne connaît pas leur nom. C'est comme ça, il faut travailler avec des personnes qu'on sait qu'elles existent, mais on n'a pas leur nom, on n'a pas leur... Tout ce qu'on a, c'est leur sexe, à peu près. Nous, pour moi, on a dit que Bernard de Laroque est plus important que Jean-François, en ce sens que, vous devez le savoir, il a été ambassadeur auprès de Sultan Oui. Sélim le Cruel, Soliman. ou magnifique, Soliman. voilà, et qu'il a obtenu le décret favorisant le commerce avec le Levant. Oui. Voilà. Il y avait déjà des liens avec Carcassonne pour la production des toiles qui étaient envoyées au Levant. Donc, oui, donc on le donnait souvent au connétable ou au gouverneur des villes. Donc, je sais que son père, Bernard de Laroque, avait eu ça. Mais Carcassonne était réputé pour ses toiles pour le Levant. Donc, ça, puis c'est resté jusqu'à la Révolution. Ouais. Avant l'an 1300, les draps d'Arzès, fabriqués à Arzès, avaient la plus grande notoriété et étaient vendus partout, y compris jusqu'à Damas. Oui, oui, si ça se trouve, c'est ce qu'on appelait sous la dénomination drap de Carcassonne. En fait, c'était le drap de la région de Carcassonne. Il y a une petite anecdote de ce genre, c'est Vasco de Gama qui a fait le tour de l'Afrique et qui s'est rendu jusqu'en Inde. Quand il est arrivé dans les comptoirs en Inde, il était surpris de voir des draps qui venaient d'Espagne, qui venaient d'Italie, qui se vendaient dans les comptoirs en Inde. Donc lui, elle est arrivé avec la marchandise portugaise. Donc c'est que cette marchandise-là avait été échangée par la Méditerranée, par la Turquie, par les Perses, etc. Et se rendait jusqu'en Inde. Donc c'est un peu normal, ça. Donc il y avait un immense commerce. Les draps de Carcassonne ou de la région pouvaient se rendre en Chine, peut-être même. Mais ça, on n'en a pas de traces. Autre question? Bien. Merci, Monsieur Allaire. Donc nous allons terminer cette soirée par la dégustation au fond du... Je voudrais juste faire un clin d'œil parce que tout à l'heure vous m'avez dit que dans les artefacts qui avaient été trouvés à Québec, il y avait des grains de blé. Oui. Et voilà, donc c'est des grains de blé qui avaient été amenés donc par Cartier ou par Robert Val, enfin par ces expéditions. Et c'est juste le retour donc, des grains de blé que nous renvoie Monsanto dont on parlait hier. Ok, le pain.